Smith pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui risque de vous mettre au parfum de l'actualité 2023. À quelques mois, les élections se pointent juste à l'horizon. Quand Martin Fayulu boycotte cette voie électorale, quels seraient les risques pour Denis Kadima? C'est une question posée où vous aurez les réponses à cette émission tout de suite avec notre invité, juriste consulte en droit international, Ngadi. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Eulalie. L'actualité nous oblige. On fait juste un pas vers la partie est de la République démocratique du Congo où jour pour jour, Bunagana vient de totaliser une année, bien que ça passe inaperçu aussi au vu des Congolais. Quels sont votre point de vue? Non, mais le point de vue, c'est que on est face à une situation qui n'est pas réellement ce qu'on appelle une guerre, où il y a deux armées officielles qui s'affrontent sur les terrains. Nous, d'un côté, non seulement qu'on n'a pas affaire à une armée rwandaise directement, c'est-à-dire de manière officielle, même si c'est le cas sur les terrains, mais aussi, de notre côté, nous n'étions pas prêts, vous savez pourquoi. On est resté depuis 1988 dans une situation d'embargo où on ne pouvait pas s'acheter des armes. Il fallait plutôt, chaque fois qu'on voulait prendre même des armes légères, pouvoir nous conformer par rapport aux directives qui étaient déjà décidées au niveau du Conseil de sécurité. Et depuis près d'un an, on est maintenant en situation de liberté de pouvoir nous fournir avec des armes venant de partout. L'apport des ASC, de toutes les façons, lorsque vous disiez qu'on n'était pas au moins... Non, parlons d'abord de nous. l'EAC, pour le moment, on n'a pas vu ce que l'EAC a apporté. C'est nous-mêmes qui pouvions, si on était en mesure de le... On a eu double handicap. Handicap par rapport à l'embargo. On a eu aussi l'handicap que nous avons encore, dans une certaine mesure, où notre armée est noyautée, infiltrée, comme disent la plupart des gens, par des armées étrangères, notamment de Rwandais, de Burundais et des Ougandais, qui sont... Nous avons encore quelques officiers rwandais au sein de notre armée. On n'a pas purgé tous ces officiers, ils sont encore là. Mais à chaque fois qu'on était sur le terrain, on était dans la contradiction. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quelques jours, le chef d'état-major de l'armée a parlé. Vous décidez quelque chose d'aujourd'hui, c'est déjà éparpillé. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens à l'intérieur de l'armée qui ne travaillent pas pour le Congo, qui travaillent pour les puissances extérieures, qui travaillent pour les multinationales et autres. Ça a posé des problèmes. L'autre problème, c'était qu'on n'avait pas assez de militaires formés. Ça fait presque un an maintenant qu'on a formé, ou qu'on est en train de former ici ou là, nos contingents à l'étranger et ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ceux qu'on a formés, les 15 ou 20 000 qui ont été recrutés dernièrement, plus les armes que nous avons, je pense que d'ici, dans les 3 ou 6 mois, on sera à même nous-mêmes de nous défendre. Nous défendre, ça suppose à un moment donné qu'il y ait aussi droit des poursuites. Comme on sait que ici même sur le terrain chez nous, il y a quelques officiers rwandais qui travaillent aux côtés du M23. Donc c'est eux-mêmes de toute façon. Mais on peut le poursuivre non seulement à Bunagana, dans les contrées qu'ils occupent aujourd'hui, aller même attaquer le Rwanda. On peut le faire, mais ça supposait à un moment donné qu'on toilette un peu, qu'on puisse réformer l'armée, au moins aux 3/4, et faire en sorte que le vrai commandement soit assumé et assuré par les nationaux. Je pense qu'on y arrivera, c'est une question de temps. Les gens qui viennent de l'Est là, si on est rentré là-bas, c'était pour 2 raisons. Une des premières raisons, c'était pour des raisons économiques et commerciales, pour faciliter la tâche à nos compatriotes qui sont à l'Est, qui commercent avec les pays de l'Est, donc faciliter au niveau des visas et autres. Mais il y a aussi une autre raison, qui est plutôt plus politique et diplomatique, que les gens ne mettent pas en exergue, c'est que l'institution des États d'Afrique de l'Est, dans une de ses dispositions, dit ceci. S'il y a un des États de l'Afrique de l'Est qui est attaqué, qui subit l'oppression d'un autre État en dehors de leur communauté, ils sont à même de se mettre
et de combattre à côté de... Mais c'est le contraire de toutes les façons. Non, Quand on a vu c'est pas le contraire. L'armée burundaise, l'armée ouganaise, l'armée angolaise, quand ils se sont arrivés juste ici, ils nous ont dit qu'ils ne sont pas venus pour attaquer. Non, suivez le raisonnement. Donc, nous, le fait d'être là-dedans, ça annihile. Si demain on attaque le Rwanda, ils ne pourront pas nous attaquer puisqu'on fait partie de leur institution. On viendra en riposte. Ce serait difficile qu'ils nous attaquent par rapport à cette disposition-là. On avait pris des précautions. Aujourd'hui, ils étaient venus pour que ce soit une armée offensive. Ils ne le sont pas. On vient de leur donner encore 3 mois. 3 mois, ça passe très vite. Si d'ici, dans les 2 mois et quelques semaines qui restent, ils ne foutent rien du côté, excusez-moi du terme. Là, on a encore ajouté parce qu'à l'époque, c'était 3 mois. On aura donné une chance. Mais on ne sent rien de toute façon. Oui, de toute façon, il nous restera 2 mois et demi. Avant les élections, on saura si on continue ou non avec eux. S'ils ne sont pas offensifs, comme c'était prévu, c'est prévu dans les accords que nous avons signés avec eux. En ce moment-là, nous, on va se fier aux forces de la SADC qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver. Mais on va se fier aussi à notre armée qui sera prête, cette fois-ci, à pouvoir en découdre avec le Rwanda et le M23. La semaine passée, c'était juste la délégation de pape qui était arrivée sur le sol congolais. Faut-il espérer aussi à pouvoir avoir la confiance de leur côté, le soutien, ainsi de suite, parce que le pape était là. Après son départ, rien n'a changé. Quelques jours, ou bien quelques temps après, sa délégation arrive. Arrêtons de nous plaindre. On se plaint beaucoup. Les autorités se plaignent, les journalistes se plaignent, les Congolais se plaignent. Si le pape n'était pas venu, n'avait pas pris la position qu'il avait prise, on aurait attaqué. Si les Occidentaux, à commencer par les Américains, n'avaient pas pris leur position en citant même le Rwanda, ils viennent de réitérer, de redire la même chose sous pression. Je pense vous l'avoir dit il y a quelques mois, sous pression de rapporteurs de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. À chaque fois, c'est lui qui monte au créneau. Aujourd'hui, ils ont réitéré ce qu'ils avaient dit il y a quelques temps. Il y a encore une autre nouveauté au niveau de l'Occident, c'est que la France avait une position un peu ambiguë. Même quand il y a 3 mois, Macron était ici, n'a jamais pointé et condamné le Rwanda. Cette semaine, vu que les Américains ont insisté là-dessus, vu que le pape insiste là-dessus, mais les Français viennent, par la bouche de Macron, de citer le Rwanda nommément. Donc le temps diplomatique n'est pas le même temps que nous. Nous souhaitons, puisqu'on a pris une décision aujourd'hui, que dans 1 mois, il y ait une solution. Le temps politique et surtout diplomatique dépend de beaucoup de paramètres. Il faut avoir la patience, comme on dit, comme Jean de La Fontaine disait, patience et longueur de temps font plus que force ni qu'érage. Donc patientons. On a déjà ce qu'on souhaitait. D'abord, qu'on reconnaisse que le Rwanda s'est impliqué. Ils insistent là-dessus. Maintenant, attendons voir, puisqu'il n'y a pas que les États occidentaux. Derrière les États occidentaux, il y a le multinational, et en dehors de ces multinationales, nous avons aussi certains de nôtres politiques ou hommes d'affaires qui sont impliqués dans cette histoire-là des Bunagana et le reste. Ça se saura. Mais le problème, c'est que chez nous, ça prend toujours du temps. Il y a plus d'1 an... C'est par manque de suivi ou... Il y a plus d'1 an, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, disait que parmi eux, il y a des gens qui sont impliqués dans cette histoire de l'Est. Il leur avait demandé de déposer les armes, etc. On n'a rien fait. Le procureur n'a jamais demandé à mener une enquête là-dessus. Voilà, là où aussi le bas blesse. Le procureur de la République devrait déjà prendre les choses en main, les dossiers en main pour pouvoir éventuellement enquêter, si possible, poursuivre ces gens-là. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on commence à arrêter ici ou là certaines personnalités politiques ou surtout des hommes d'affaires pour dire qu'ils sont impliqués, etc. Mais ça prend du temps. Il faut aller très vite. Et le temps qu'on perd là, c'est le manque de développement pour les populations qui habitent ces coins-là. Donc, il faut qu'on puisse aller très vite et casser ce qui gêne un peu la bonne gestion dans ce pays. Madame la ministre de la Justice avait juste déposé sa requête auprès de ce pays. Oui.
croyez-vous que Paul Kagame sera-t-il moins interpellé par la Cour pénale internationale? Mais on oublie très vite. Il y a eu des cas au niveau de la CPI, mais ça a pris du temps. Nous avons eu pas mal d'officiers, des anciens militaires rwandais devenus généraux ici, qui ont été interpellés, qui ont reconnu qu'ils étaient des Rwandais, qui sont emprisonnés aujourd'hui. Nous avons eu le cas d'un de nos hommes d'État d'aujourd'hui, de son homme politique, Mbemba. Mbemba quittait même le pays, mais on avait fini par mettre la main dessus. Et là, ce pays, comme tout organe de justice, prend son temps d'abord d'enquêter. Et quand ils sont rassurés, en ce moment-là, peuvent mettre la main sur la personne. Vous avez vu les cas du président soudanais. Il n'avait pas signé la convention de l'AIE par rapport à ça. Mais ils ont failli l'arrêter pour la première fois en Afrique du Sud. Il a eu sa vie sauve par le fait que le président sud-africain l'avait fait partir, puisqu'il avait eu ouï dire qu'on venait pour le rechercher. Mais il a fini par quitter le pouvoir autrement. Et le temps passe vite, le temps passera vite. Même si aujourd'hui on trouve que ça traîne, mais ça passera très vite. Kabila, qu'on le veuille ou non, peut être jugé à la CPI. On peut aussi, on a des prérogatives de pouvoir le juger ici. Pourquoi pas? Il se dit congolais, même s'il était étranger. Mais les faits qu'on peut lui reprocher ont été commis ici, sur le sol congolais. D'une manière ou d'une autre, il n'a pas de choix. Là, c'est sur la demande de peuple congolais ou bien c'est par rapport par rapport à ce que la CPI va juste décider? Mais les autorités ont des griefs. Pour le moment, je pense qu'il n'a pas été cité. C'était d'autres personnes, des militaires notamment, et puis quelques hommes d'affaires ou députés qui sont impliqués dans cette histoire de l'Est, qui ont été cités. On va essayer de voir leur dossier. L'histoire de Kabila, on n'a pas besoin toujours d'attendre de la CPI. Le moment venu, il sera arrêté. On lui posera des questions où il a mis de l'argent du pays. On lui posera des questions par rapport aux exactions, aux tueries, aux assassinats qu'il y a eu de Chebeya, de ceci, de telle ou telle personnalité, de la jeune fille qui a été assassinée là, à l'église Saint-François à Kitambo. Il y a eu pas mal de gens qu'on a éliminés, Roger Mukendi, mais ça ne restera pas impuni. Chaque chose son temps. Si le président actuel a plutôt joué l'accalmie, c'était pour aider à ce qu'on trouve une certaine cohésion nationale, qu'on avance. Mais le moment venu, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ou la pression de la population ou des partis politiques, on arrivera à ce que la majorité souhaite. Merci beaucoup. On tourne la page sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On ouvre une page sur la justice. De toutes les façons, on se retrouve devant deux faits, deux phénomènes, il faut le dire ainsi. Il y a Salomon et Franco Djongo. État de siège, état de droit plutôt, face à RDC. Ça passe ou ça casse? L'état de droit, ce n'est pas un phénomène qui va arriver comme ça, comme quelque chose qui tombe du ciel et puis on devient du jour au lendemain un état de droit. L'état de droit, c'est un processus qui s'est construit. Et l'état de droit, c'est quoi? C'est le fait que la justice doit être au-dessus de tout et que tout le monde soit soumis à la loi et à la justice et au droit. Que ce soit le président de la République, que ce soit un ministre, un PDG ou un citoyen lambda. C'est ça l'état de droit. Le président actuel s'est engagé dans cette politique qu'on arrive à créer un état de droit dans ce pays. Pour arriver à cet état de droit, au-delà du processus, ça suppose qu'on ait un état réel. Puisque pour moi, aujourd'hui, on a un état factice, un état de fait. Mais un état réel n'existe pas totalement. Pourquoi il n'existe pas totalement? Puisqu'on n'a qu'à voir au niveau de l'administration. Quand tu regardes le fonctionnement de notre administration, qui est le socle même de l'État, l'administration n'est pas efficiente, efficace, non. Quand tu regardes la justice elle-même, corrompue, on venait d'arrêter quelques magistrats de Bas-Congo là. On vient d'arrêter il y a quelques semaines, quelques jours, un magistrat là, on l'a cité son nom, je peux le citer puisque je le connais personnellement, OH. J'ai eu à aux prises avec lui par rapport à une de mes parcelles à Mboudi. Mais vous avez vu quand il s'est retrouvé lui en tant que magistrat face à d'autres magistrats, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a simulé ou est-ce que réellement il est tombé dans le coma? Puisqu'il est tombé par terre.
c'était un aventurier, moi je le disais à l'époque, un escroc. J'avais fait en sorte, à un moment donné, qu'il soit interpellé par le procureur il y a 2 ans à peu près, de l'époque. Soutenu en cela par l'adjoint de ce procureur-là, j'ai fait un courrier, le procureur l'a reçu, il l'a invectivé devant moi et mon frère. Je disais que ce gars-là, d'ailleurs le procureur à l'époque disait, ne continue pas avec ce genre de comportement. Dieu est tellement grand que regarde, aujourd'hui, il est tombé dans une histoire toujours des parcelles. Maintenant, vu ce qui se passe avec le conseil de Moïse et Katumbi, ce n'est pas juste un moyen aussi de bloquer la route à Moïse vers les élections de 2023, qui est dans quelques mois. Non, quand tu as en droit pénal surtout, s'il y a un problème, quelqu'un a commis une bêtise, c'est la personne qui doit répondre. On ne peut pas dire que c'est collectif. On ne peut pas dire puisque son conseiller a péché et qu'automatiquement Moïse doit répondre. Non, chacun son dossier. Moi, j'aurais mis simplement, si c'était que moi, j'aurais conseillé aux autorités du pays, de la justice ou autres, de le mettre dans une position où qu'il ne fasse pas mal au pays, de bien le surveiller jusqu'au bout, pour pas que les gens commencent à raconter n'importe quoi et spéculer là-dessus. Ça ne va rien changer par rapport aux élections. Aujourd'hui, dans ce pays, je ne pense pas qu'il y ait un opposant de taille pour pouvoir rivaliser le président actuel qui est au pouvoir. Certes, Moïse est parmi ceux qui peuvent tenir tête, mais pas au niveau de pouvoir déstabiliser le président actuel. On peut le laisser aller aux élections sans pour autant lui mettre des bâtons dans les roues, mais il ne pourra pas, et financièrement, et même stratégiquement. Il est déjà un homme affaibli. Affaibli par quoi? Affaibli par plusieurs déceptions. Beaucoup de gens l'ont quitté de son parti, qui est un parti des cadres importants. Comme ce n'est pas un parti de masse, ils n'ont pas un socle solide. Au-delà de ça, cette histoire-là des pères et des mères, la loi Tchani, l'avait complètement cassé, au moins à 50 ou 60%. Je ne dis pas que Tchani avait raison, je suis contre ça. Je suis contre cette loi discriminatoire. Il faut laisser d'une manière ou d'une autre tout le monde aller aux élections, puisque on ne peut pas dire que Moïse n'est pas congolais, même s'il est né des parents étrangers, mais il a été gouverneur d'une des grandes provinces. Donc il a assumé un rôle important. Il faut qu'il aille aux élections et qu'il soit battu sur le terrain électoral. Il ne pourra pas. Le président actuel a, en 4 ans et quelques mois, a eu quelques points d'ombre, de points négatifs, notamment le prix qui ont augmenté au niveau du marché, etc., l'insécurité un peu partout, c'est négatif. Mais là aussi, l'autre partie du tableau où c'est positif, quand tu regardes la construction un siècle après de l'hôpital général de Kinshasa, qui sera fini en construction à la fin de cette année, quand tu regardes le marché moderne, il n'y en aura pas 2 en Afrique centrale. Quand tu regardes l'enseignement même, le fait de dire la gratuité pour un certain nombre de familles, c'est beaucoup de choses. Non seulement ils ont réussi à faire rentrer leurs enfants à l'école, mais c'est quand même le pouvoir d'achat qui gagne, malgré que le prix soit majoré au niveau du marché. Là, c'est avec Salomon, maintenant avec Franck Diongo. Diongo, ce que moi je peux dire, c'est que il faut qu'on recadre la police et les services de sécurité. Quelle que soit la personne, quel que soit son rang, qu'on arrête, il faut arrêter les gens en respectant un certain nombre des règles, des droits de l'homme. Même si c'est quelqu'un qui a tué, qui a assassiné, on doit l'arrêter en respectant un certain nombre de principes. Au-delà de ça, Diongo, c'est un citoyen comme un autre. Si on lui reproche des choses, il doit répondre par rapport à ce qu'on lui reproche. Et Moïse Katumbi, de toute façon, vu cette arrestation, il a essayé de pouvoir se prononcer en disant que cette arrestation, pour Moïse Katumbi, il traite ça comme étant l'assassinat de la démocratie. Partagez-vous cet avis? Non, la démocratie ne peut pas s'asseoir simplement sur... La démocratie, c'est un ensemble d'éléments, c'est-à-dire on peut citer la liberté de presse, la liberté d'action, de mouvement, on peut citer... il y a beaucoup de choses dans la démocratie. C'est pas puisque, à un moment donné, dans un des secteurs qui détermine qu'un État
est démocratique ou non, il y a quelques anicroches, quelques points d'ombre, points de difficulté, de divergence, qu'il n'y a pas de démocratie. Mais on n'est pas un État réellement démocratique, mais on est un État, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'État de droit, qui est dans le processus de devenir un État réellement démocratique. Même dans les États d'Europe, d'Occident, qui sont déjà démocratiques, mais les gens se défendent de tous les jours pour pouvoir maintenir cette démocratie. De temps en temps, ça chancelle. Cette démocratie est toujours soutenue, défendue par les gens individuellement, par groupe, au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques, etc. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui veille à ce que la démocratie règne et soit maintenue ou se développe. Mais ce n'est pas une histoire du président de la République, du ministre de la Justice ou du procureur. C'est une affaire de tout le monde. Merci beaucoup. Cap vers les élections 2023. À quelques mois seulement, Martin Fayoulou essaye au moins de boycotter cette procédure. Croyez-vous que Denis Kadima va juste se soumettre à vie la demande de Martin Fayoulou? Mais on dirait que certains hommes politiques chez nous marchent sur la tête au lieu de marcher normalement comme nous. Ça pose un problème. Il dit qu'il ne va peut-être pas aligner les gens partout. Mais il nuance, hein. En fait, il n'a pas dit les choses très claires. Puisqu'ils étaient fait enrôler. Ces adeptes s'étaient fait enrôler. Donc je pense qu'ils peuvent aller aux élections. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent tributaires de manque de moyens, puisque les gens qui l'ont soutenu dans le passé, comme Katumbi, Moïse, comme Bemba avec Tshisekedi, Katumbi ne voudra pas laisser sa place à Fayoulou. Mais Fayoulou aura des moyens pour aller aux élections. Quel électorat il aura? Même dans le Bandundu, on le battra. Les gens de Tshisekedi vont le battre. Et même Mouzito peut le battre dans le Bandundu. Et Kinshasa, il aura peut-être Tchangou. Et encore là, ce sera équilibré. Non, il est aux abois. Il est aux abois. Comme je l'ai lu dans une certaine presse, il est essoufflé. Et il ne sait pas comment y arriver. Donc il préfère un peu comme le PPRD dire, nous on préfère reculer. Mais reculer, lui il est président sortant, non, puisqu'il dit qu'il était président élu. S'il était président élu, donc il est président sortant. Tu as vu où c'est rare en Afrique qu'un président sortant ne demande pas sa réélection. Et s'il propose quand même le dialogue, s'il propose au moins la transition, est-ce que le président Félix-Antoine sera-t-il à mesure de pouvoir s'incliner à la demande de Martin Fayoulou? Ce n'est pas le fait du président de la République. Les élections sont organisées par la CENI. Ce n'est pas le président de la République qui est président de la CENI, c'est Kadima qui est président de la CENI. Bien que ça, de toutes les façons, lui aussi peut donner son point de vue. Ils veulent le dialogue, pourquoi? Si tu comptais le nombre de dialogues qu'il y a eu depuis 60 jusqu'à ces jours, ça donnait quoi? On va aux élections. S'il y a des choses à corriger, on va les corriger pour les prochaines élections. On va aux élections, on a déjà dépensé beaucoup d'argent. Donc il faut que le peuple puisse se choisir celui qui peut remplacer Tshisekedi ou s'ils veulent que Tshisekedi soit maintenu, que ce peuple puisse voter pour lui. Mais il faut arrêter avec ces tergiversations de certains hommes politiques, notamment de Fayoulou. Il n'ira nulle part. Fayoulou, c'est fini. Et son parti disparaîtra. Disparaîtra avec le temps. Comme le PALU est en train de disparaître, comme le PPRD est en train de disparaître. Ce n'est pas encore, parce que bientôt là, Joseph Kabila va se prononcer. Il va se prononcer. Où se trouvent les dangers au moins? Quel danger? C'est lui qui se met en danger plutôt. Quel danger il y a? 4 ans de silence. Il peut y avoir des hypothèses. C'est que ce n'est pas un homme d'État. Il a été un homme politique, il n'est pas un homme d'État. Un vrai homme d'État aurait pu prendre position à chaque fois qu'il y avait des dossiers importants. Il ne l'a pas fait. Il le fait aujourd'hui. On est à moins de 200 jours des élections. Il va le faire aujourd'hui. Il va dire quoi? Il y a plusieurs hypothèses. Il va dire je soutiens Tshisekedi pour lui faire du mal, mais ça ne fera pas du mal. Deuxième hypothèse, il dira que lui quitte la politique. Il fera du mal aux siens. Ils n'existent même plus. Ils sont tous dans l'union sacrée. Il peut dire, il va aligner peut-être un candidat parmi ceux qui sont restés autour de lui, entre autres
comme vous le dites si bien, sa femme. Sa femme. Hein, il va dire quoi encore? Ou alors il va dire pardon au peuple congolais. Dans les 44 milliards que j'ai de côté, j'ai pris à la République, je vous rétrocède 30 milliards. Oui, ça peut aider à développer le pays en moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'il va dire de sérieux et de ce qu'on ne sait pas? Peut-être qu'il fera au moins le bilan aussi de Félix pendant... Mais avant de faire le bilan de Félix, il faut qu'il commence par faire son bilan. 18 ans durant, même 20 ans. On dit 18, pour moi c'est 20 ans qu'il est resté au pouvoir. Il va faire le bilan de Félix, alors qu'on ne l'a jamais entendu parler de son bilan à lui. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bon suite de programme sur nos antennes. Suivez la réduction de cette émission le mercredi à 15h30. Au revoir.